Cher public de Médias Vivants, ce soir, je vais vous raconter une histoire qui nous concerne tous. Pour l'introduire, je suis obligée de dire quelques mots sur moi. L'année dernière, j'ai cofondé un média épistolaire, La Disparition. Nous envoyons des grands reportages et des enquêtes sous forme de lettres, par courrier, à nos abonnés. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai fait le calcul. Depuis plus d'un an, nous avons envoyé 18 700 enveloppes, ou plutôt, devrais-je dire, 18 700 plis, parce que c'est comme ça qu'on dit dans le langage des facteurs. Sur ces 18 700 plis, donc, environ 500, peut-être un peu plus, nous sont revenus. Destinataires introuvables, alors que c'est pourtant la bonne adresse, lettres perdues dans un circuit dont nous ne comprenons pas grand-chose, sans parler des lettres qui n'arrivent jamais à destination et qui ne reviennent non plus jamais vers nous. Je me suis donc posé la question, pourquoi ces erreurs de parcours et comment travaillent ceux qui acheminent notre courrier, les facteurs? Alors, quand on pense à La Poste, dans l'imaginaire collectif, on imagine ce facteur sur son vélo en noir et blanc, dans le film de Jacques Tati, Jour de fête, ou plus récemment, celui légèrement emporté sur la bouteille dans Bienvenue chez les Ch'tis. Mais globalement, la culture populaire véhicule cette image du facteur personnage sympathique, chaleureux, proche des gens, un lien entre nous et le reste du monde. Alors, est-ce vraiment le cas dans la réalité? Ou plutôt, et je pense que c'est comme ça que nous devons formuler cette question ce soir, est-ce que La Poste permet encore aux facteurs d'être ce vecteur de lien social? Bon, on va poser quelques bases dès le début. Dire La Poste, en fait, ça ne veut rien dire. Car La Poste, c'est d'abord un groupe. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis une trentaine d'années, La Poste a acquis ou créé une dizaine de filiales. C'est par exemple Stuart, Pickup, My French Bank. Autant de noms qui résonnent à notre oreille comme le vocabulaire de la Startup Nation. Eh bien, c'est ça, aujourd'hui, le groupe La Poste. Et puis, après tout ça, ou plutôt devrais-je dire avant tout ça, La Poste est un service public. En fait, pour être précise, La Poste poursuit 4 missions de service public, le courrier, le service universel postal, l'aménagement du territoire, l'accessibilité bancaire et également j'en ai oublié un, la presse. Oh là là, j'ai oublié la presse. Malheur, malheur, malheur. Et la presse. Bon, comme ce terme de service public va être au cœur de notre soirée, j'ai demandé à l'historienne Claire Lemercier de nous expliquer pourquoi La Poste incarne cette idée de service public. On va l'écouter tout de suite. Au fond, La Poste aujourd'hui, c'est une société anonyme depuis 2008. Mais c'est vrai que quand on pense service public, on pense souvent facteur. Une des raisons de ça, c'est l'histoire, effectivement. C'est que les facteurs et les instituteurs, ça a été les 2 gros premiers groupes de personnes embauchées pour rendre des services publics et qui ont été envoyés dans toutes les communes petit à petit au cours du 19e siècle. Et les instituteurs sont arrivés tout au long du siècle, mais les facteurs ont été là très tôt, puisque dès 1829, alors qu'on a encore une monarchie en France, il y a des très gros fonds qui sont débloqués pour ce qu'on appelle le service rural de la Poste. Et donc 5000 facteurs sont embauchés et on met 35 000 boîtes aux lettres, donc il y en a pratiquement dans toutes les communes. Donc de 5000 facteurs à ce moment-là, on en a déjà presque 20 000, presque 50 ans après, en 1877. À Paris, ils relèvent les boîtes aux lettres jusqu'à 7 fois par jour, mais dans toutes les communes de France, c'est quand même au moins 1 fois par jour. Donc de ce point de vue, dans le vécu des gens, le facteur La Poste, c'était le service public universel au sens où on le voyait partout et tout le temps finalement. Et puis c'était un service public de large ampleur en fait. La Poste, c'était aussi où on achetait des timbres fiscaux et il y a eu des développements inattendus à des moments, par exemple quand La Poste commençait à avoir des automobiles pour distribuer le courrier, mais qu'il n'y avait pas trop de transport de voyageurs, de bus dans les petits patelins. Dans les années 1930, l'État avait autorisé La Poste à transporter des voyageurs. Donc il y avait des minibus qui faisaient le courrier et les personnes. Après, il y a eu le développement de La Poste en tant que banque, et banque des pauvres, puisque accessible avec moins de frais que d'autres banques. Pour les pauvres, mais pas que pour les pauvres, finalement. Et ça, c'est l'attachement de beaucoup de personnes à La Poste comme service public, où tout le monde peut avoir une raison d'aller.
que ce soit pour retirer de l'argent pour les gens qui ont leur compte bancaire là, ou pour envoyer un gros colis de gros cadeaux pour éventuellement des riches. Donc c'est vraiment un des services publics auxquels, dans toutes les enquêtes d'opinion, les personnes se déclarent les plus attachées et qu'elles veulent conserver. En plus de ce que vient de dire Claire Lemercier, aujourd'hui, la Poste, en tant que service public, a une autre particularité. Alors que les professionnels de santé, par exemple, ou les cheminots, ou les professeurs souffrent d'un manque cruel de moyens et donc, de ce fait, de conditions de travail dégradées, qu'en est-il à la Poste ? Eh bien, important, le groupe vit bien, et même très bien. En 2021, la Poste a réalisé un bénéfice net de 2,1 milliards d'euros. Je me suis donc demandé, est-ce que cette manne financière, économique, profite aux premiers concernés, qui sont donc les travailleurs, les employés de la Poste? Alors, pour le savoir, j'ai d'abord accompagné Étienne dans sa tournée quotidienne, un samedi matin dans le 4e arrondissement de Marseille. Vous ne le savez peut-être pas, mais tous les 18 à 24 mois, la Poste opère des réorganisations qui changent l'itinéraire des facteurs. En fait, la raison invoquée par la direction, c'est qu'il y a moins de courriers à distribuer. Les facteurs font donc plus de boîtes aux lettres et des tournées plus longues en kilométrage, quoi. Pour vous donner un indice de cette masse en volume de courriers qui diminue au fil du temps, d'après un rapport de la Cour des comptes publié en 2020, eh bien, en 2008, on distribuait encore 18 milliards de courriers, plus que 9 milliards en 2018, et ça pourrait encore baisser à 5 milliards en 2025. Je vais maintenant vous raconter la matinée d'Étienne, qui ressemble à toutes les autres. Il est 9h dans le 4e arrondissement de Marseille. Le froid picote la peau, le ciel est bleu comme souvent, et Étienne commence sa journée. Depuis la dernière réorganisation du 11 octobre, eh bien, il ne prépare plus son courrier lui-même au centre de tri comme il le faisait avant depuis 30 ans. Désormais, comme ce matin, eh bien, il récupère un chariot clé en main, préparé plus tôt dans la matinée par quelqu'un d'autre. Au premier abord, moi qui suis un peu paresseuse, je me dis, super, on te le file et puis c'est plus simple comme ça. Sauf que lui tient à temporiser mes ardeurs et me dit, oui, mais Annabelle, en fait, petit à petit, au fil du temps, eh bien, je ne fais plus le même métier. Il dit, et je le cite, je perds en autonomie. En plus de se sentir déresponsabilisé et infantilisé, eh bien, cette nouvelle organisation lui fait tout simplement perdre du temps. Il y a des courriers dans ce chariot destinés à des gens qu'il sait être absents ce samedi matin, ou d'autres qui ont déménagé depuis longtemps. Et si c'était lui qui avait préparé ce chariot, eh ben, il n'aurait juste pas mis ses lettres. Un management stupide et désincarné, pour reprendre ses mots. Pourtant, je remarque quand même que les gens l'alpaguent dans la rue, on lui demande si c'est lui qui va finir par faire les courses pour tout l'immeuble, une dame court après lui et lui propose de boire un café demain. Donc moi, quand j'entends ça, forcément, je me dis, ah ben voilà, on y est, le cliché du facteur proche des gens qui va s'attabler chez les usagers, qui connaît tous les petits secrets de la famille, etc. Sauf que, eh bien, Étienne me dit que c'est de moins en moins le cas. Il me raconte qu'il y a une quinzaine d'années, par exemple, il allait déjeuner le couscous tous les vendredis chez une dame à qui il distribuait le courrier. Selon lui, aujourd'hui, ça ne se fait plus, ça serait impossible. Alors, pour parler de ces réorganisations et de leurs conséquences sur le travail au quotidien des facteurs, on va accueillir Laurent Chabrier. Il est facteur dans le 4e arrondissement, c'est ça ? 14e. Ah, mauvaise information. Et alors, on accueille quelqu'un d'autre, Stella. Stella, tu travailles au centre de tri à Vitrolles, c'est ça ? À la pique, comme on dit, c'est comme ça qu'on dit ? Ok, alors, tout simplement, première question, ces réorganisations, ça change quoi en fait concrètement ? À peu près tout. Le premier truc à dire, c'est que c'est régulier, très régulier. C'est-à-dire que comme c'est tous les 2 ans, on est toujours entre 2 réorgs en fait. Et là, sur la dernière, on a perdu 30% du personnel. C'est une catastrophe. On est parti dans les nouveaux modes de travail qui s'appellent des îlots. C'est-à-dire que maintenant, ils louent des tout petits sites sur les tournées. Et vous partez là-bas avec votre courrier tout trié, tout fait. Et vous faites 2 tournées par jour. Donc le rythme, c'est vous marchez toute la matinée, vous faites une tournée comme avant. Vous êtes censé faire une pause de 45 minutes pour manger. Bon, en général, la plupart des facteurs de France ne le font pas, donc ils ne mangent pas. Et ils enchaînent la deuxième tournée
l'après-midi. Et est-ce que ça vous arrive de vous mettre en danger pour respecter vos horaires ? Alors nous, à 14e, on est en transport en moloc, comme on appelle, moyen de locomotion, tout simple. Oui. Donc nous, c'est les scooters électriques à 3 roues là, que vous avez vu. Là, pour pas dire que du mal, pour une fois, c'est pas une si mauvaise technologie. Si vous pouvez en racheter quand on les revendra, on les aura bien bousillés, mais bon, c'est pas mal sinon. Sinon, c'est pas mal. Et donc, on est en scooter. Ce qui fait que pour aller vite, on monte sur les trottoirs, on saute des trottoirs et plein d'autres choses que je ne peux pas dire devant des gens. Mais ouais, la plupart des accidents du travail, et c'est ce qu'on essaie de démontrer au CHSCT, sont liés justement à cette volonté d'aller vite et à la productivité croissante en permanence, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un peu plus dur. À chaque réorg, ma tournée est non seulement plus longue, et la quantité de courrier reste la même, en fait, sur une tournée plus longue. Et chacun comprendra qu'il est bien plus facile de distribuer 100 lettres dans une entrée qu'une lettre dans 100 entrées, quoi. Voilà. Et à quel moment les usagers, entre guillemets, sont perdants ? Alors, il y a un truc pendant mon enquête qui est revenu souvent, c'était les recommandés. En fait, en théorie, le facteur est censé remettre en main propre à l'usager le recommandé. À l'étage. Sauf que à l'étage, sauf que dans les faits, en fait, il ne le fait jamais, il le met directement dans la boîte aux lettres ou il le donne à quelqu'un d'autre, ce qui peut poser problème quand, par exemple, on le donne à un mari qui n'a pas forcément vocation à recevoir le courrier de sa femme, par exemple. Alors ouais, ça c'est vrai que c'est extrêmement symbolique au niveau de la Poste, parce que quand je suis rentré, moi je suis rentré en 2000, j'ai eu mon CDI en 2005, j'ai fait beaucoup de CDD avant. Le recommandé c'était sacré, quoi. On sonnait, on montait à l'étage, on prenait le temps, en particulier pour les personnes âgées. On connaissait les gens pour gagner du temps, évidemment, lui il est jamais là, lui il est jamais là, et lui il est toujours là. On mettait un point d'honneur à le distribuer à la bonne personne. Puis on a commencé à avoir des tournées un peu trop longues, donc on a visé les gens qui potentiellement n'étaient pas là, en trichant un petit peu, en disant voilà. Après on a commencé à se dire bon, celui qui est au 5e, c'est trop long, lui je l'avise. Puis on a commencé à viser complètement des entrées. Aujourd'hui, donc on vous avise, mais on vous met l'avis de passage le lendemain, parce qu'au cas où si on vous croise, en fait vous allez nous réclamer le recommandé. Et là on va perdre du temps, quoi. C'est ça le tour de magie. Voilà. Okay. Donc ça, moi, je le fais pas, mais on est très peu, on résiste de moins en moins. Je vais finir par craquer, vraiment. Je fais des demi-tournées tous les jours. Ok, merci. Stella, vous travaillez au centre de tri. Concrètement, c'est quoi le centre de tri ? Le centre de tri, c'est la plateforme industrielle du courrier. C'est un grand centre sur Vitrolles. C'est un immense hangar. Avec des machines à l'intérieur. Et le but, c'est de passer le maximum de plis dans sa journée. Est-ce que vous, au centre de tri, vous êtes impacté par les réorganisations ou pas vraiment ? Oui, on va être impacté surtout par la nouvelle gamme courrier. La nouvelle gamme courrier, ça nous engage à pas trier de la même façon qu'avant. Avant, on triait le courrier, on l'envoyait au facteur directement, c'est eux qui se débrouillaient à leur courrier. Aujourd'hui, c'est plus eux qui vont décider quand arrive leur courrier. C'est la PIC qui décidera quand c'est qu'elle l'enverra au facteur. Et est-ce que vous aussi, vous êtes soumis à des impératifs de temps ? Nous, on est cadrés, on est sur les horaires moins stressés que les facteurs. Nous, on est sur des horaires définis, mais par contre, nous, on est cadrés par rapport à la machine. Nous, on doit suivre le rythme de la machine. On est passé des machines qui pliaient 17 000 plis à l'heure à des machines qui distribuent de plus en plus de plis. Donc, on soulève des caisses, parce que c'est ça notre métier. On soulève du courrier dans des caisses oranges toute la journée. On trie pour toute la France, on trie pour les facteurs. On est un site qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nuit, c'est pour les Bouches-du-Rhône. Le reste de la journée, c'est pour la France entière. J'ai une dernière question pour vous, Laurent. Est-ce que vous savez combien de temps est censé faire votre tournée ? Ma tournée est calculée à la minute. Alors, mon horaire de fin de la réorg d'avant était plus marrant, c'était 13h42. Donc, il faut que je finisse tous les jours ma tournée à 13h42. Bon, ce qui n'arrive pas. Toutes les portions de voix sont calculées, évidemment en dessous au centimètre. Donc oui, en théorie, on a un bulletin d'itinéraire qui définit absolument tout sur notre tournée. Bon, gage à nous de tricher au max. Sachant qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de figures, ils font des bulletins d'itinéraire en sens interdit, par exemple, ce qui nous fait beaucoup rire, pour gagner du temps, parce que tout ça est théorique. La plupart des facteurs ne vont pas aller râler, parce que quand on vous file 4 feuilles à 3, avec rempli de chiffres, avec des tableaux dans tous les sens, et à la fin, ça donne 30% de suppression d'emploi, et quand vous allez pour râler, l'ordinateur, il a dit, c'est bon. Merci, merci Laurent, merci Stella. Merci beaucoup.
Si j'ai posé à Laurent cette question du temps, en fait, c'est pas anodin. En 2019, le sociologue Nicolas Jounin a infiltré l'entreprise. Pendant 5 mois, il s'est fait embaucher en tant que facteur et il a publié un livre, publié aux éditions de La Découverte, Le cachet de la Poste. Et en fait, il a découvert justement, durant son enquête, que le temps de sa tournée était calculé par un algorithme. Et selon cet outil informatique, c'est pareil, c'est ce que vous disiez Laurent, eh bien la tournée de Nicolas Jounin était censée faire 4 heures, 23 minutes et 59 secondes. On l'écoute nous expliquer ça. À partir de la deuxième moitié des années 2000, la Poste décide de basculer dans une prescription entièrement automatisée des tournées parce que justement, le courrier baissant, elle veut récupérer la productivité perdue et pour faire ça, pour réorganiser vite, réduire le nombre de tournées vite, donc réévaluer leur durée très vite. Et ça peut pas se faire avec un chronométreur qui va suivre chaque tournée. Il faut attribuer des durées à des tournées sans repasser par un chronométrage systématique. Donc la Poste va mettre en place un logiciel. On va rentrer un certain nombre de volumes de courriers, de recommandés, de colis, etc. Une estimation du trafic sur la tournée. On va rentrer des distances, on va rentrer un certain nombre de boîtes aux lettres et on va mouliner tout ça avec des cadences, des prescriptions de rythme et ça va donner à la fin la durée théorique de la tournée. C'est comme ça que moi, la tournée que je faisais avant la réorganisation, qui me prenait à peu près 7-8 heures à faire, l'ordinateur disait que ma tournée durait 4 heures, 23 minutes, 59 secondes. Donc, puisque je devais avoir une journée de travail de 7 heures, il convenait de me rajouter des morceaux de tournée pris ailleurs à hauteur de un peu plus de 2h30 pour que je puisse atteindre les 7 heures, puisque le sous-entendu était que j'étais oisif pendant 2h30, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas dans la pratique, mais c'est ce qu'avait dit l'ordinateur, et la parole de l'ordinateur supplante, remplace, s'impose à l'expérience ordinaire des facteurs. D'ailleurs, quand Nicolas Jounin est embauché, c'est juste avant une réorganisation. Il m'a confié qu'en théorie, il n'aurait pas dû être gardé, car en général, juste avant les réorganisations, la Poste remercie ses contrats précaires afin de faire baisser les effectifs. Lui est resté parce qu'il y avait un trop grand nombre de courriers non distribués dans la zone, et donc il m'a expliqué la stratégie mise en place par la Poste pour profiter de ces emplois, disons, moins rigides. On va l'écouter nous expliquer ça. La politique habituelle de la Poste est donc d'une part de réorganiser des centres de distribution du courrier, donc des centres où travaillent les facteurs, une fois tous les 2 ans. Et réorganiser, ça veut dire réduire les effectifs en réduisant le nombre de tournées et du coup en allongeant les tournées restantes, puisqu'on continue de desservir l'ensemble des boîtes aux lettres du territoire, bien sûr. Et dans l'intervalle, dès lors qu'il y a un départ en retraite, mutation ou autre, habituellement la Poste ne remplace pas par des salariés en CDI, mais par des salariés en CDD, des intérimaires, voire des gens employés par des groupements d'employeurs, mais en tout cas toujours en passant par des formes beaucoup plus réversibles d'emploi que le CDI, de telle sorte qu'au moment où on arrive à une réorganisation, on se sépare des personnes en CDD ou en intérim, puisqu'on a trop d'effectifs, et c'est comme ça que la Poste se vante d'avoir supprimé 35 000 emplois de facteurs sans recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi, parce qu'en fait, elle fait en permanence proliférer la précarité et se contente de se séparer de précaires plutôt qu'effectivement faire des plans de sauvegarde de l'emploi, ce qui serait en fait plus avantageux pour les salariés puisqu'il y a quand même quelques indemnités qui sont associées. Alors, pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, on va repartir un petit peu en arrière. En 2002, Jean-Paul Bailly, polytechnicien, ancien dirigeant de la RATP, est nommé président de la Poste avec un but, ouvrir la Poste à la concurrence, rationaliser les centres de tri et créer la banque postale. D'après les chiffres du Sénat, durant les 5 années qui précèdent sa nomination, eh bien, les effectifs de la Poste étaient pourtant en constante augmentation. Plus 17 000 agents en 5 ans. En 2002, la Poste comptait ainsi, pardon pour tous ces chiffres, il va y en avoir un peu là, 323 000 agents, mais s'il y en a un à retenir, c'est celui-là, il y avait en 2002 67% de fonctionnaires. Avec la présidence Bailly, suivie de celle de Philippe Val, son successeur, énarque, passé par la direction de BNP Paribas, de la Caisse d'épargne ou encore de l'agence de publicité Havas, eh bien la tendance s'est complètement inversée. Aujourd'hui, en 2021, d'après les chiffres de la Poste,
Le groupe compte 245 000 agents, dont plus que seulement 20% de fonctionnaires. Alors, j'ai pris contact avec l'un de ses contractuels, il est intérimaire. Son contrat est précaire car renouvelé toutes les semaines. Pourtant, il fait le même travail que les autres, il occupe un poste de rouleur, c'est-à-dire qu'il remplace les facteurs lorsqu'ils ne travaillent pas. Il m'a raconté la mise en concurrence avec les titulaires, la pression qu'il subit et la difficulté de faire son métier correctement. On va l'écouter. Aux intérimaires, ils vont demander des choses qu'ils ne vont pas demander aux titulaires. Par exemple, des fois, on nous donne du courrier qui est pas bon. Donc nous, intérimaires, on ne peut pas dire non, on ne le récupère pas, il n'est pas distribuable. Alors que les titulaires, ils disent non, on ne le distribue pas, il n'y a pas le nom, on ne le distribue pas. Et ils ne vont rien leur dire. Alors que nous, ils vont nous dire non, mais tu le fais. On n'a rien à dire, on n'a pas notre mot à dire, quoi. Et comme on a besoin de travailler, donc on ne peut rien dire. Et moi, personnellement, j'ai besoin de travailler. Donc tout ce qu'ils me disent de faire, je le fais. Et même si c'est trop dur ou c'est impossible à faire, je fais le maximum et je me tais. J'accepte les critiques et je suis obligé de me faire. Cette semaine-là, je peux avoir plus de travail. Donc, je peux rien prévoir. À chaque fin de semaine, je prie pour que je reçoive le contrat par mail. Alors, depuis le début de cette enquête, j'essaye de contacter la direction de la Poste. Elle ne répond ni à mes mails, ni à mes appels. Et puis, hier, sur Twitter, la Poste PACA m'a envoyé un message en privé en me demandant ce qui se passait demain et ce que je voulais faire. Alors, j'ai pris contact avec la responsable de la communication, à qui j'ai expliqué que quand même, ça faisait des semaines que j'essayais de leur parler, que là, c'était un petit peu compliqué, mais que j'invitais évidemment quelqu'un de la Poste à venir la représenter et à débattre et à discuter et à répondre à mes questions ce soir. Elle m'a rappelé aujourd'hui en me disant que bon, ça faisait un peu short, malheureusement, et qu'elle était désolée que la direction parisienne n'ait pas remonté les informations, ou plutôt descendu les informations jusqu'à la Poste PACA. Mais elle a quand même répondu à toute une série de questions qui m'a été envoyée, enfin réponses plutôt, qui m'ont été envoyées aujourd'hui à 16h52, je crois, 17h. Ce que je vais faire, c'est discuter des réponses de la Poste avec Yann Quay-Bizet. Il est facteur depuis une quinzaine d'années et il est secrétaire départemental Sud PTT. Merci Yann d'être avec moi. Hop, micro Yann. Fonctionne ? Je pense, ouais. Alors, 20% de fonctionnaires, 80% de contractuels. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une poste sans fonctionnaires? Et pourquoi pas, en fait? Ça change quoi au métier de facteur s'il n'y a plus de fonctionnaires? C'est une question, en fait, anodine, à laquelle le PK lambda, il n'y a pas de différence. Finalement, le statut, ça compte pas. Ce qui compte, c'est pourquoi on travaille. C'est dans quel but? Non, c'est plus compliqué que ça. Parce que le statut, contrairement à tous les autres... Je suis salarié de droit privé, moi. Et je vais dire un truc, ça ne m'arrange pas. Mais si j'étais fonctionnaire, je ne serais tenu que par une seule chose. Avec mon statut, c'est la manière de servir. Et c'est que j'ai vocation à servir le public. À travers cet éloignement du fonctionnariat et du statut qui a vocation à servir, on devient vocation à servir les poches des actionnaires. Et la Caisse des dépôts est notre actionnaire majoritaire aujourd'hui. C'est plus l'État. Alors c'est la Caisse des dépôts. On peut discuter du capital de la Caisse des dépôts et du type d'argent qu'il y a dans la Caisse des dépôts. Mais ce n'est pas l'État, la Caisse des dépôts. La Poste a aussi recours à la sous-traitance. Et parmi ces réponses, aujourd'hui, la Poste m'a dit il ne faut pas exagérer. En fait, les syndicats disent massivement recours, mais en fait, en PACA, ça ne concerne que 10%. Ouais, alors il faut commenter les chiffres bidons et la communication de la Poste. Donc c'est pas 10% d'agents la sous-traitance envoyée. Moi je sais pas d'où ces chiffres sortent. Ce que je sais, c'est quand on rentre dans un bureau de poste, on distingue les gens qui sont là de manière permanente, qui sont des fonctionnaires ou des salariés, mais des agents de la Poste, des collègues qui sont intérimaires, qui sont... Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus de la moitié du personnel qui est précaire aujourd'hui. Et ils font quoi et ça marche Annabelle, comment? sortons du fantasme. Sortons du fantasme. On va imaginer qu'on n'est plus dans le monde magique de la communication postale telle qu'elle arrive à 16h52. 30 secondes. C'est pas 10% de précaires qu'il y a. C'est la moitié d'un bureau de poste avec des facteurs où il y a la moitié des titulaires qui manquent et la moitié de précaires qui les ont remplacés. Ah non, mais là, c'est 10% pour la sous-traitance.
Ah, 10% de sous-traitance. Oui, c'est la sous-traitance. Ah, c'est la sous-traitance. Ouais, c'est la sous-traitance. D'accord. Quand on s'est rencontrés précédemment, vous m'avez raconté que dans certains arrondissements de Marseille, il n'y a plus que des sous-traitants. 100%. Et c'est où? Et ça marche comment? Et ça fait quoi? Et quelle différence? Les colis sont sous-traités. Le 15e et le 16e ne sont plus distribués par des postiers. Les fonctionnaires, on n'en parle même plus, c'est même plus des CDI qui distribuent. D'accord? Ce sont des sous-traitants. Ce sont des arrondissements entiers qui sont confiés alors qu'ils n'amènent aucune technologie, alors qu'ils n'amènent aucun savoir-faire particulier, alors qu'on devrait confier ça à des opérateurs lambda. Je ne parle même pas de la vocation à servir le public. Au moins qu'on ait prêté serment et au moins qu'on soit réellement formé pour faire ça, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui est formé là-dedans. Et donc, vous êtes jeté. Aujourd'hui, la sous-traitance, tu es payé au colis. À partir du moment où on cadence tout et où on raisonne uniquement en productivité, on arrive à utiliser de la sous-traitance alors qu'il n'y a aucun besoin. On arrive à dire qu'il n'y a que 10% de sous-traitance dans une région, quand il n'y a aucun motif pour qu'en réalité elle existe. Quand vous n'avez aucun besoin d'embaucher de la sous-traitance, ben vous êtes tenu de ne pas le faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, bah oui, mais moins de courriers, on envoie moins de lettres, il y a moins de courriers, donc moins de facteurs. Est-ce que ce n'est pas juste le sens de l'histoire? D'abord, la vocation de ce que vous faites, c'est quoi? Vous êtes une entreprise? Vous êtes l'État? C'est quoi la vocation? La vocation, c'est, à travers les 4 missions que vous avez évoquées tout à l'heure, ben ouais, ça incombe à la Poste. Et à des moments, ça n'a pas vocation à être rentable, ces services publics. Ça a vocation à être équitable. Ça s'appelle la péréquation. Après, c'est la question du financement. Quand l'État il vous file 500 millions de boules pour aller distribuer du courrier, pour aller rendre les bureaux de poste accessibles en tout point du territoire, franchement, voilà, je vous laisse savourer toute l'ironie de ce que je viens de dire. Parce qu'alors, en tout point du territoire, ça se saurait. Mais quand vous avez 500 millions d'euros de l'État, quand vous avez une rentabilité autour de 2,1 milliards en 2021, 2022, il est haut le plafond, mais enfin, on risque d'exploser encore les scores. Bon, en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, c'est un mensonge de dire que non seulement on n'aurait pas les ressources pour financer et qu'on ne nous donne pas les moyens de financer ce qui pourrait coûter dans les missions de service public et qu'on n'est pas rentable sur le reste. On se fait beaucoup de fric. Non, en vrai, j'ai 23 ans de boîte, je suis salarié, je touche 1400 balles. Voilà. Donc on n'est pas pauvre, hein. 1400 balles quand même. Hein. Bon, 23 ans aussi. Hein. Bon. Yann, merci. Récemment, vous l'avez peut-être remarqué, lu, voire expérimenté vous-même, la Poste a décidé de supprimer le timbre rouge depuis janvier. Le timbre rouge, c'est le courrier pour le lendemain à J+1. La décision, elle a été prise cet été, sans grande consultation, ni avec les usagers, ni avec les employés, ni avec les syndicats de la Poste. Et cette idée de supprimer le timbre rouge, elle ne vient pas de nulle part. Elle est tirée d'un rapport des affaires économiques du Sénat sur les missions, sur l'avenir des missions de service public de la Poste. J'ai contacté l'un de ses rédacteurs, le sénateur Les Républicains Patrick Chaize. J'ai décortiqué avec lui le texte, long texte, et c'est un texte important parce qu'on comprend qu'il peut dicter l'avenir de la Poste. Alors, dans ce rapport, eh bien, comme toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. En 2020, les missions de service public assumées par la Poste ont enregistré des pertes de 1,6 milliard d'euros. Si on suit ce rapport et qu'on prend le pire des scénarios, il y en a plusieurs, mais prenons le pire, eh bien en 2025, les missions de service public de la Poste pourraient accuser des pertes de 2,4 milliards d'euros. Alors, on peut se dire, eh bien, pas de souci. On l'a dit au début de cet article vivant, la Poste fait 2,1 milliards de bénéfices, elle peut compenser, ça marche. Sauf que ça, eh bien, la direction de la Poste, elle ne veut pas en entendre parler. En tant qu'entreprise privée chargée de mission de service public, elle estime qu'elle n'a pas à en assumer la charge. Pour le sénateur Patrick Chaize, la position de la Poste est absolument logique, et il m'a dit, je vais le citer, « Si vous aviez une entreprise rentable, et qu'on vous demandait de réaliser une mission de service public financée sur cette rentabilité, eh ben vous ne le feriez jamais. » Pourtant, le rapport estime que les missions de service public assumées par la Poste pourraient être déficitaires de 2,4 milliards d'euros d'ici 2025. Il manque donc 900 millions d'euros. Qui va payer la différence? Eh bien, c'est aussi dans ce rapport. La Poste le dit, et je la cite. Il y aura une accélération des réductions d'emplois,
une accélération de la fermeture des bureaux de poste, une accélération de l'optimisation des tournées des facteurs avec un moindre passage à la boîte aux lettres. Le sénateur l'avoue lui-même, et je vais le citer encore, « Ce qui compte, c'est la réalisation des objectifs, même si ça passe par des suppressions d'emplois, et ça, peu importe les choix industriels faits par la direction de la Poste. » D'ailleurs, il y a des zones test en France à partir de mars. Ici, à Marseille, ça concerne le 12e arrondissement. À partir de mars, donc, eh bien, le facteur ne passera plus tous les jours. Effectivement, on le comprend, réduire les tournées, ça veut dire, sur le long terme, réduire les effectifs. Depuis le début de cet article vivant, on parle des facteurs, de ceux qui acheminent notre courrier, mais les gens qui travaillent à la Poste sont aussi ceux qui travaillent dans les bureaux de poste. Ce sont ceux qui s'occupent de la banque ou du mobile, par exemple. On va donner la parole à Magali, qui est conseillère clientèle à Aubagne. Hop, micro. Est-ce que pour les gens qui sont en agence, eh bien, ces réorganisations, ça impacte aussi? Alors, c'est exactement sur le même principe que ce qu'ont décrit les facteurs précédemment. La Poste joue sur le fait que nous avons 17 000 bureaux de poste en France. Ça, c'était le cas il y a une dizaine d'années. Malheureusement, nous perdons une grosse partie de nos bureaux qui se transforment. Mais vous avez tous été chercher votre courrier au petit magasin du coin, au coccinelle du coin. Alors on dit, ben voilà, le service public, c'est quand même encore mieux, puisque le bureau est ouvert beaucoup plus longtemps. À part que, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en bureau de poste, nous faisons aussi bien des opérations financières que des opérations de courrier, et que bien sûr, dans le petit commerçant de quartier, le petit commerce de quartier, vous n'avez pas le côté financier. Donc les réorganisations, là par exemple, nous, ça va mieux vous parler. On a 5 bureaux qui sont en réorganisation depuis le mois de janvier et nous perdons 25% des effectifs. Qu'est-ce que ça veut dire perdre? Alors, justement, la Poste ne peut pas faire de PSE. Elle ne peut pas faire de plan de licenciement. Elle se sert de la pyramide des âges, c'est-à-dire que nous avons une population vieillissante de salariés et de fonctionnaires, puisqu'en effet, on n'est plus que 20 et quelques % de fonctionnaires. Et les gens qui s'en vont, les départs naturels qui partent, les agents, elle ne les remplace pas. Et elle les remplace par de la force variable, la force de travail intérimaire. Et de réorganisation en réorganisation, elle se sert de cette force-là d'intérimaire pour pouvoir supprimer les postes petit à petit. Est-ce que quand on est dans les bureaux de poste, on a l'impression d'effectuer une mission de service public, ou c'est plus compliqué que quand on est facteur et qu'on distribue le courrier? Ça devient très compliqué, puisque là où vous aviez 3, 4, 5 personnes qui pouvaient vous servir avec des personnels, avec des positions titulaires qui connaissent leur métier, qui ont un statut et qui sont là pour servir l'usager, on en vient à dans certains bureaux où nous n'avons plus que des intérimaires. Il n'y a plus un seul titulaire. Et quand on est intérimaire, c'est plus dur de se... Alors c'est plus compliqué parce que souvent déjà ils arrivent, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas ce qu'on appelle habilités, parce qu'il faut savoir que je viens de dire, dans un bureau de poste, on sert le côté financier, le côté courrier. Donc bien souvent, comme on part au plus pressé, l'intérimaire peut servir ce qui est courrier, colis, lettres. Mais par contre, on n'est pas en capacité de servir l'usager qui vient chercher de l'argent, qui vient chercher le côté financier. Est-ce que vous aussi, vous êtes soumis à des impératifs de rentabilité ou chronométrés, ou c'est moins le cas? Si, bien entendu. Alors pour ce qu'on appelle les forces de vente, c'est-à-dire mon corps de métier, il y a les objectifs. Nous, on se transforme. Moi, je suis rentrée il y a une trentaine d'années. On était des conseillers financiers. On n'est plus des conseillers financiers, on est des vendeurs. Maintenant, on est suivi à la culotte, à la vente. Avant, on pouvait recevoir quelqu'un, le conseiller, puis dire, voilà madame, je vous reçois, on reprend un rendez-vous dans 15 jours, vous aurez un peu réfléchi. Et non, maintenant, le client, l'usager, nous on continue à vouloir dire usager, même si la Poste appelle ça des clients, le client qui rentre dans le bureau doit sortir avec un produit vendu. Notre métier se transforme. Et le métier des chargés de clientèle, pareil. En bureau, on a beaucoup d'incivilités dues au problème du courrier. Par exemple, récemment, le mois de décembre, sur Marseille 13, on a un monsieur qui se plaignait parce qu'il paye le service Chronopost, donc on paye un certain prix pour avoir le colis le lendemain. Et ce monsieur vient le chercher et on lui répond « Mais
le chargé clientèle est de bonne foi. On lui dit, le colis, je ne sais pas où il est. Et lui, il dit, mais moi, j'ai payé un service, je veux mon colis. Oui, alors voilà. Alors, comme vous disiez, on est un groupe, La Poste, mais avec des directions bien séparées maintenant. Hein. On fait bien attention à ce que le courrier n'ait pratiquement plus rien à voir avec la branche réseau, et ce qui ne facilite pas les recherches quand on a des colis qui disparaissent, qui ne sont pas distribués à temps, etc. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre votre place. Hop. Maintenant qu'on a dressé le portrait d'un service public qui semble à bout de souffle, on peut se poser la question à $1 million. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour nous aider à répondre à cette épineuse question, nous accueillons Prune Efter-Noah. Elle est porte-parole du collectif Nos Services Publics et également conseillère Europe Écologie Les Verts dans le 4e et 5e arrondissement de Marseille. Merci beaucoup. Après tout ce que vous venez d'entendre, à quoi joue la Poste en fait ? La Poste, elle joue au jeu de la libéralisation européenne qui a été décidée dans les années 90. Elle joue le jeu de la concurrence et de la rentabilité. Et donc, elle pressurise les agents, elle dégrade le service rendu aux usagers et elle fait le maximum de profit. Voilà. Donc, elle joue le grand jeu de la libéralisation en prenant en plus, je pense, les usagers pour des idiots quand elle prétend remplacer la lettre rouge par une e-lettre rouge. Alors, vous êtes aussi politique. Est-ce que la question des services publics, ça ne devrait pas être une décision collective, en fait, et démocratique ? Et est-ce que vous pensez qu'à contrario, en fait, on va devoir faire des choix et maintenant se dire, c'est les hôpitaux plutôt que les bureaux de poste, c'est l'éducation plutôt que les correspondances ? Est-ce qu'on tend vers ça ? En fait, on devrait tendre vers tout le contraire, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui évolue avec des nouveaux besoins, et donc le champ des services publics devrait s'étendre, avec un service public de l'alimentation, un service public du logement, un service public de l'écologie, parce que l'objectif du service public, c'est de mettre chacun et chacune à égalité d'un panier de besoins et de services qui sont considérés comme essentiels. Donc c'est vraiment l'égalité qui est au cœur. Et aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de cette égalité. Donc faire le choix contraire, tourner le dos au service public, c'est se diriger vers une société où les inégalités ne font que s'accroître. C'est un modèle de société qui est choisi à rebours des prétentions à plus d'égalité au sein de la société. Dernière question, elle est vaste, mais pourquoi, selon vous, le service public est, pardonnez ma grandiloquence, mais est-ce qu'il fait société ? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il fait société dans la mesure où il permet d'offrir des biens et services d'une bonne qualité et de façon accessible à tout le monde. Les deux termes sont importants, c'est-à-dire que ça doit être accessible et de qualité. Il ne s'agit pas d'offrir un service minimum dégradé aux plus pauvres. Le service public à la française, c'est un service public de qualité, accessible à tous. Et ça fait société. Merci beaucoup. Merci. Je vous invite à rejoindre votre place. Ce soir, nous avons tenté de décrire les mécanismes à l'œuvre dans la destruction d'un service public. Malheureusement, la Poste n'est pas un cas isolé. Hôpital public, éducation nationale, SNCF. Depuis des dizaines d'années, nos dirigeants semblent poursuivre un même objectif, rendre tous les secteurs de l'économie au privé, faire marcher de tout. Reste à savoir si c'est vraiment ça que nous voulons.